Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire Parlons RH. Je suis Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guylain Fouché qui est Team Lead Solution Consultant chez Smart Recruiters. Bonjour Guylain. Bonjour Manon. Merci d'être avec nous et bienvenue. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de recrutement stratégique et de comment est-ce qu'on adopte une approche dite data-driven pour avoir un ROI impactant de son recrutement. Juste avant de te laisser la parole, Guylain, pour que tu te présentes et puis pour qu'on parle, qu'on commence le webinaire, quelques mots sur le sommaire et sur les modalités du webinaire. Donc, il va durer 45 minutes, comme tous les webinaires Parlons RH, et il sera composé de 3 grandes parties. Donc, dans un premier temps, on va expliquer un petit peu le concept du webinaire, dire un petit peu de quoi on parle quand on parle de approche data-driven, on va évoquer les KPIs, etc. Dans un deuxième temps, on verra pourquoi c'est un sujet qui est important aujourd'hui pour les professionnels des RH, pour les entreprises plus globalement. Et dans un troisième temps, on verra les champs d'application, les solutions qui peuvent être mises en place. Chacune de ces grandes parties sera suivie de temps d'échange avec vous pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser les outils d'interaction à votre disposition. Vous pouvez utiliser le chat pour vous présenter et puis échanger entre vous pendant le webinaire. En revanche, si vous avez des questions particulières à poser à Guylain, vous pouvez utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat, puisque c'est là qu'on viendra piocher un petit peu les questions au fur et à mesure. Il me semble que j'ai fait le tour. Donc, sans plus attendre, Guylain, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps et puis présenter un petit peu Smart Recruiters aussi? Absolument. Merci Manon pour l'invitation. Donc, Guylain Fouché, moi je suis en charge de l'équipe consultant solutions chez Smart Recruiters. C'est une équipe qui a en charge finalement de comprendre les enjeux de nos prospects, de nos clients dans le domaine du recrutement, les challenges, les défis qu'ils peuvent avoir et surtout comment on peut y répondre à la fois par l'amélioration des processus existants et puis aussi par l'outillage d'une plateforme telle que Smart Recruiters qui est une société aujourd'hui qui fournit une plateforme de recrutement, donc qui va vraiment gérer tout le cycle de recrutement depuis l'attraction des talents par du marketing RH, qui va conduire tout le cycle de l'attraction, la sélection à l'embauche, mais évidemment aller aussi plus loin et on en reparlera dans tout ce qui va être aussi approche CRM, pour garder le contact avec ses candidats et finalement travailler sa marque employeur. Merci, n'en dis pas plus parce qu'effectivement, on va en parler juste après. Avant de passer au cœur du sujet, moi, j'ai quelques petites questions sur Smart Recruiters. Première question, vous avez 4000 clients. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel type de client il s'agit? Eh bien, je ne peux pas puisque on a tout type de clients. C'est d'ailleurs la force de Smart Recruiters. Effectivement, on a 3 piliers majeurs, l'ergonomie, la connectivité et la configurabilité. Et c'est ce dernier point en fait qui fait qu'on s'adapte à tout type de clients parce que finalement, c'est la même plateforme qui est chez tous nos clients, mais elle est configurée différemment pour faire miroir de leur organisation, pour implémenter leur processus. Donc nos plus petits clients sont des entreprises d'une dizaine de salariés. Je crois même qu'on a un client qui a moins de 10 salariés et puis on va jusqu'à notre plus gros client qui a 400 000 salariés dans tout type d'industrie. Donc l'idée, c'est vraiment que la plateforme puisse s'adapter pour qu'il n'y ait pas de client type. Ok. Et en parlant de la plateforme, selon toi, quels sont ses points forts? Alors, les points forts de la plateforme, je dirais même la vision de notre plateforme, c'est de remettre l'humain au centre du jeu. Alors, ça paraît peut-être étrange quand je parle d'une plateforme, d'un outil, mais l'idée, c'est de permettre de faire gagner du temps finalement aux équipes recrutement en automatisant un certain nombre de choses, en mettant aussi, évidemment, à l'heure de l'IA, des automatisations et des propositions par l'IA pour permettre finalement aux recruteurs de gagner du temps et de faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire attirer, sélectionner et embaucher les meilleurs talents et si possible dans les délais et dans les budgets. Parfait. Merci beaucoup, Guylain, pour cette présentation qui nous permet un petit peu de te connaître avant de rentrer dans le cœur du sujet. Donc aujourd'hui, je le rappelle, on est ensemble pour parler de recrutement stratégique et de comment adopter une approche data-driven. Qui dit
Oui, donc data-driven pour avoir un ROI impactant. Qui dit ROI dit KPIs. Il me semble qu'aujourd'hui, tu as voulu nous partager 3 indicateurs qui, selon toi, sont les plus parlants. Ouais, ce qui est intéressant, je le dis un peu d'expérience parce que ça fait, je ne l'ai pas dit, mais ça fait 5 ans et demi, moi je travaille chez Smart Recruiter, donc je rencontre effectivement au jour le jour des entreprises qui ont toutes des enjeux différents et effectivement, on parle d'approche data-driven, on en parlera dans un instant, on a aussi d'autres sujets, mais le premier qui vient en tête, ce sont les indicateurs. Et souvent, les entreprises ont tendance à soit pas savoir ce qu'elles doivent voir, ce qu'elles doivent regarder, ou vouloir en regarder trop, vouloir avoir trop d'indicateurs. Donc encore une fois, moi c'est une proposition, chacun est libre de prendre ce qu'il entend. Mais la première chose, c'est ce que j'appelle la vélocité de recrutement. Pour moi, c'est très différent du temps de recrutement, du temps d'embauche, parce que je donne un exemple. Si demain on fait un recrutement en 60 jours, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Pour moi, c'est trop léger en fait pour le savoir. Je donne un exemple différent, c'est que si on cherche à remplacer quelqu'un qui a fait un abandon de poste, en fait, ça fait 60 jours qu'on n'a personne pour faire le travail qui était fait par l'employé qui a démissionné, par exemple. En revanche, si c'est pour remplacer un congé maladie prévu en avance, un congé maternité, en fait, là, on a du temps. Et donc, 60 jours, finalement, c'est plutôt bon. Donc, en fait, l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on a recruté dans les temps par rapport à ce qu'on s'était fixé dans le cas d'une ouverture de magasin, par exemple. Encore une fois, on a beaucoup d'exemples. Donc, ça, c'est le premier point. C'est plutôt que de savoir est-ce qu'on recrute vite, c'est ce qu'on recrute dans les temps qu'on s'est fixé. Le deuxième point, c'est évidemment la performance des sources. Le sourcing, c'est un challenge aujourd'hui. Toutes les entreprises ne savent pas forcément où sont les bons candidats, où aller les trouver. Et donc, il y a souvent une course à la diffusion. On veut diffuser sur tous les job boards, tous les cabinets de recrutement, tous les canaux de sourcing, tous les réseaux sociaux possibles pour s'assurer qu'on va trouver les candidats. Là où, effectivement, l'approche, pour moi, elle doit être un peu différente. Elle doit être une analyse. En fait, tel canal de recrutement me donne tant de candidats sur lequel j'ai embauché tant de candidats. Donc, j'ai vraiment une analyse de la performance de cette source. Et je peux me dire, évidemment, parler de performance globale, ça n'a pas de sens, mais pouvoir se dire, par exemple, en fait, les postes en CDI dans la région parisienne, tel job board donne plus de résultats qu'un autre. Et donc, derrière, ça me permet d'affiner ma stratégie et de savoir exactement où poster, pouvoir allouer mes budgets sur des sources que je sais être les bonnes. Et donc, in fine, gagner du temps parce que je ne vais pas diffuser sur 40 000 endroits. Je vais savoir que pour tel poste, j'ai absolument besoin d'un cabinet de recrutement parce que c'est là que ça fonctionne. Pour tel poste, ça sera tel autre job board. Et évidemment, on parle de ça, mais on ne parle pas forcément de tous les coûts cachés qui sont la mobilité interne, la cooptation, les événements. Tout ça, c'est aussi très intéressant à suivre. Et le dernier point, pour moi, ce sont les goulots d'étranglement. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que c'est que les goulots d'étranglement? C'est là où votre processus est peut-être trop long. Je pense que vraiment un recruteur sur 2 que je rencontre me demande est-ce qu'avec Smart Recruiter, je vais pouvoir réduire mon temps de recrutement? Et moi, comme je suis joueur, en général, je réponds par une autre question où je dis, ça dépend où est le point de blocage. Est-ce que c'est que les candidats passent trop de temps en entretien? Est-ce que c'est qu'ils passent trop de temps au moment de l'offre d'embauche? Quel est le point de blocage? Il y en a qui savent très bien, il y en a qui savent pas forcément. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'à l'heure améliorer ces processus, savoir exactement là où on peut avoir des failles et être capable de dire, en fait, c'est pas mon processus de recrutement qui est trop long, c'est ma phase d'entretien. C'est pas mon processus d'entretien qui est trop long, c'est ma phase d'approbation d'offres. Et ça va nous permettre de vraiment pointer et d'aller vers cette logique d'amélioration continue dont on va parler plus tard, mais qui va permettre finalement d'être meilleur et d'être impactant parce qu'on va être en capacité de proposer, puisque c'est notre rôle en tant qu'équipe recrutement, les meilleurs candidats sous des meilleurs délais aux équipes métiers. Et l'une des façons d'optimiser le recrutement, de le rendre davantage stratégique, c'est donc d'adopter une approche qui est soit data-driven, donc peut-être juste pour rappel, data-driven, c'est-à-dire une approche qui est basée sur l'analyse et l'identification des données pour justement prendre les décisions derrière qui vont être davantage stratégiques. Je te laisse la parole pour nous parler de ça. Oui, alors effectivement, approche data-driven, ça veut dire beaucoup de choses. On a parlé d'indicateurs parce qu'évidemment, c'est souvent ce à quoi on pense en premier et c'est très utile dans cette approche d'amélioration continue. Mais quand on parle de data, il ne faut pas oublier que les équipes recrutement ont une donnée qui est un trésor et qui finalement
parfois se transforment en cimetière de CV, c'est leur base de données candidats. Parce qu'en fait, quand on fait un recrutement, il va y avoir un heureux élu, voire peut-être plusieurs, mais en tout cas, il y aura beaucoup de déçus, de gens qui n'auront pas le poste. Et ces gens-là, pour certains, ça peut être des candidats qu'on ne veut pas revoir dans l'entreprise parce qu'il n'y a pas l'adéquation avec notre entreprise. Pour d'autres, c'est juste que c'est une date de disponibilité qui n'était pas adaptée, c'est un niveau de seniorité qui était différent de celui attendu. Mais pour autant, ça reste des candidats de qualité et qui ont eu un coût finalement à aller chercher. Aller les chercher, ça a un coût. On a parlé tout à l'heure des job boards, des cabinets de recrutement, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout a un coût pour aller chercher les candidats, même votre site carrière, parce qu'on en parlera aussi, mais il y a aussi des belles choses à faire sur votre site carrière. Tout ça a un coût. Et donc, une fois que le candidat a été refusé, eh bien, il y a beaucoup d'entreprises qui s'arrêtent là. Et en fait, là où on peut faire la différence, c'est de qualifier cette donnée, par exemple dans des viviers, être capable de dire, en fait, vu qu'il est passé dans mon recrutement, je sais des choses sur ce candidat, je sais les compétences qu'il a. Et si on arrive aussi à faire tout finalement un répertoire de compétences, on est aussi en capacité de se dire, pour plus tard, ces candidats, ça va être les bons. En revanche, derrière, il va falloir se dire, comment on fait pour que ce candidat que j'ai refusé aujourd'hui ait envie de rejoindre l'entreprise dans 6 mois, dans un an. Alors évidemment, il y a le process de recrutement qui doit être le bon, dans lequel il faut mettre de la marque employeur, mettre de la vitalité, mais aussi se dire, en fait, à partir du moment où ils sont refusés, pour ceux que je veux conserver, comment je garde le contact avec eux. Et c'est là où on va avoir cette possibilité d'approche dite CRM, certains parlent de TRM aussi pour Candidate Relationship Management, c'est de se dire, en fait, je vais leur pousser de l'information pour leur dire que je fais un événement à tel endroit, pour leur pousser une newsletter, pour leur dire qu'il y a de nouveaux postes, pour garder finalement le contact. Et encore une fois, la partie, les équipes recrutement qui font ça aujourd'hui n'ont rien inventé, c'est très inspiré du e-commerce, mais c'est vraiment là où on va dire que le marketing et les RH se croisent pour peut-être une nouvelle approche pour certains, une approche plus avancée pour d'autres, et pour permettre finalement une meilleure marque employeur et de transformer un recrutement qui jusqu'à présent pouvait peut-être être réactif en un recrutement proactif. On n'a pas de poste pour ces gens-là et pour autant, on va capitaliser sur leur profil, on va échanger avec eux et on va aussi surtout se différencier parce que, et ça c'est le baromètre que vous pourrez télécharger en fin de webinaire si je ne me trompe pas, qu'on a fait en partenariat avec Parlons RH et Smart Recruiters sur l'expérience candidat, on apprend que seulement 11% des entreprises proposent à leurs candidats d'être abonnés à la newsletter, de faire partie d'une communauté. Donc, c'est à peu près une entreprise sur 10. Donc, il y a vraiment un moyen de différenciation sur ce sujet. Et c'est vrai que, encore plus pour des marques qui seraient du B2C, pour lesquelles leurs candidats sont aussi leurs clients, aussi, ça va permettre aussi de gagner en termes de marque employeur, en termes de marque tout court, et de se dire, si je prends un exemple du retail, si j'allais faire mes courses dans tel magasin, j'ai postulé, j'ai pas été pris, pour éviter que je continue à aller faire mes courses ailleurs, du coup, cette approche aussi peut avoir un vrai impact, qui est peut-être un peu plus éloigné du recrutement, mais qui finalement, je reste persuadé que le recrutement, c'est le premier maillon du succès de l'entreprise au global. Et donc finalement, le succès de l'entreprise, c'est aussi chercher à ce que les clients ne désertent pas votre magasin, votre site, etc., etc. Merci Guylain. En d'autres termes, est-ce qu'on peut dire que cette approche, c'est un petit peu proposer une expérience candidat? On entend beaucoup ce terme. Absolument. En fait, c'est vraiment, souvent, quand on parle d'expérience candidat, on va penser à l'expérience de candidature. Quand je suis sur le site carrière et que je vais postuler, on entend il faut postuler en un clic, il faut que ce soit pas compliqué, il faut pas qu'il y ait de compte à créer. Ça, à 100%. Mais ça, je pense que sur ce sujet, il y a quand même un vrai consensus. En revanche, effectivement, continuer cette expérience candidat au fil de l'eau avec la possibilité de communiquer avec le candidat par SMS, avec la possibilité de laisser le candidat choisir son propre créneau d'entretien, avec la possibilité de lui proposer une signature électronique pour son offre et donc derrière de continuer finalement ce travail en gardant la relation et proposant une super expérience parce que le candidat, il est déçu, mais effectivement, tous les mois, par exemple, ou tous les 3 mois, il reçoit une newsletter de vous disant on ne vous a pas oublié, on cherche toujours des postes pour vous. En attendant, n'hésitez pas à revenir sur notre site, n'hésitez pas à aller à telle journée porte ouverte à tel endroit. Ça, c'est vrai qu'en termes d'expérience candidat, on va dire que on boucle la boucle.
Merci beaucoup, Guilain. Alors, juste avant de passer à la deuxième partie du webinaire, donc la question pourquoi est-ce que c'est important, on peut prendre quelques questions. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat. Peut-être, en attendant de voir si on a quelques questions, moi j'en ai une, parce que tout à l'heure tu parlais de vivier, d'avoir des bases de données, etc. Est-ce que ça pose pas aussi des questions en matière de RGPD? Oui, tout à fait. Alors, ça pose des questions. Évidemment, il faut avoir les outils, les bons outils pour gérer, en fait, finalement, cette conformité et s'assurer que les données des candidats qu'on a soient des données sur lesquelles on a l'autorisation d'avoir. Mais ça répond aussi au point que j'expliquais, et merci de confirmer, en tout cas de me permettre d'aiguiser un petit peu ce point sur les viviers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les viviers, pourquoi on parle de cimetière de CV? C'est parce que voilà, moi, je le vois avec des entreprises qui choisissent Smart Recruiters, il y en a beaucoup qui nous disent est-ce que je peux récupérer ma base de données de CV? La réponse est évidemment oui, techniquement oui. En général, effectivement, et comme j'aime bien challenger mes prospects et mes clients, on dit par contre la question se pose de l'intérêt. Est-ce que ce sont des données fraîches? Est-ce que je pense à des exemples, mais c'est vrai que dans le retail, par exemple, en 1 an, voire en 2 ans, les règles RGPD, en 2 ans, ça peut être le CV peut avoir changé du tout au tout. Donc en fait, ça permet mettre en place ces règles, plus qu'une contrainte, je dirais, ça permet d'avoir des viviers qui restent de qualité et sur lesquels on a de la donnée qui, quand on appelle le candidat, il ne nous dit pas, non, c'est plus du tout ce que je fais. Ce qui nous est tous, je pense, arrivé d'avoir quelqu'un qui nous appelle sur quelque chose qui est complètement différent finalement. Merci, Guilain. Alors, on a une question. Selon toi, le recrutement est-il un art ou une compétence? Waouh! Ah oui, un peu philosophique. Tout à fait. Alors, honnêtement, je pense que chacun a sa réponse. Je pense que la vérité, elle est entre les deux. Je reste persuadé que ça reste une compétence parce que je reste persuadé qu'on peut apprendre, qu'on peut mettre en place des choses qui sont bien définies. Après, on reste, le département des ressources humaines ne s'appelle pas comme ça pour rien, on reste dans l'humain. Et l'humain, c'est sûr qu'il y a toujours une notion, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'art, mais c'est sûr qu'il y a toujours une notion de relation, de relationnel, qui est quelque chose que on peut essayer de quantifier, on peut essayer d'analyser, etc. Et évidemment, il le faut pour éviter les biais, etc. Mais ça reste effectivement quelque chose qui est un peu artistique, notamment, et tu parlais tout à l'heure de marque employeur, notamment dans sa marque employeur, on voit des entreprises qui font des choses pour attirer les candidats qui sont clairement artistiques. Je parlais un peu de marketing tout à l'heure, mais c'est ça. Donc pour moi, il y a vraiment les deux. C'est un juste milieu pour n'être ni trop dans l'un ni trop dans l'autre, pour s'assurer d'avoir un process de recrutement qui est bien cadré, qui évite des biais, mais qui finalement peut aussi sortir des sentiers battus pour inventer le recrutement de demain. Merci beaucoup pour ta réponse. On a une autre question de Laïla qui te demande, selon vous, quels sont les KPIs les plus parlants à présenter en priorité en CODIR, notamment aux directions financières? C'est une très bonne question. Je prévoyais de l'aborder au slide d'après, donc c'est parfait. Mais je vais commencer à donner un morceau de réponse. En fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir la place de la DRH dans les CODIR, dans les COMEX. Si tant est qu'ils y soient présents, les DRH, ils sont souvent un peu, alors je grossis le trait et je sais qu'il y a des entreprises pour lesquelles c'est pas le cas, mais ça arrive, on va dire ça, qu'ils soient un peu la dernière roue du carrosse ou qu'ils ne soient même pas présents dans ces CODIR, COMEX. Pourquoi? Moi, je pense que il n'y a pas de bonne raison, mais la raison, c'est peut-être que le recrutement n'est pas vu comme quelque chose de chiffrable. Aujourd'hui, les CODIR, les COMEX, et encore plus dans un monde actuellement où tout est compliqué, on nous demande de faire plus avec moins, arriver avec des données chiffrées. Et c'est aussi pour ça que je parlais dans mes indicateurs de départ, les 3 que j'ai proposés, plutôt que du temps d'embauche, d'être impactant, de dire en fait, là, on a mis 60 jours à recruter sur un poste où la dans 90 jours, donc c'est bon, c'est pas grave d'avoir mis 60 jours. Pareil pour la performance des sources, de dire en fait, tel cabinet de recrutement, on l'utilise à tel moment parce qu'on sait que leur résultat, c'est que 80% des candidatures qu'ils nous donnent, on les embauche. Il est présent, donc on montre un impact en phase de chiffres, et parler avec des euros, ça reste quand même le meilleur moyen de se faire entendre en COMEX ou en CODIR, pour vraiment, encore une fois, ce que je disais, passer
d'une image de fonction support, ce qui peut encore être le cas dans beaucoup d'entreprises, à vraiment une fonction business, parce que finalement, et ça c'était un peu le mojo de Smart Recruiters pendant des années, on disait, alors ça claquait parce que c'était un américain, c'était you are who you hire, vous êtes qui vous recrutez, mais de fait, en fait, les gens que vous recrutez, c'est eux qui vont vraiment faire grandir votre business et c'est eux qui vont faire la réussite de l'entreprise. Merci beaucoup, Guylain. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Le temps file un peu, donc je vous propose de passer à la deuxième partie et puis de revenir aux questions juste après cette partie. Donc, selon toi, Guylain, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est important pour les entreprises d'adopter ce type d'approche quand on parle de recrutement? Alors, pourquoi c'est important? C'est pour obtenir cette fameuse, ce que j'appelle la reconnaissance stratégique. Alors, c'était un petit peu le sujet quand on parlait de Codir et Comex, c'est d'être retenu, d'être connu. Et c'est souvent quelque chose que je dis, il y a une différence énorme entre savoir qu'on a un impact dans l'entreprise et faire savoir qu'on a un impact dans l'entreprise. Et ça, en fait, c'est finalement, pour moi, c'est d'obtenir ce que j'appelle son siège à la table des décideurs, donc Comex, Codir, peu importe, mais finalement, les gens qui impactent finalement les décisions de l'entreprise. Et ce que je disais, c'est de venir avec une approche chiffrée, une approche numérique. Donc la première, c'est l'optimisation de budget, parce que évidemment, on va toujours vous demander de faire plus avec moi. Ça, c'est quelque chose, je pense qu'il y en a peu qui ne se sont jamais vus dire ça. Et donc d'arriver en disant, en fait, grâce à ce qu'on a pu voir, grâce aux indicateurs que l'on a pu relever, on a réussi à optimiser les budgets parce que tel cabinet de recrutement, on ne le prend plus que pour tel type de poste où on sait que c'est performant. Tel job board, on ne le prend que pour tel type de poste où on sait que c'est performant. On a travaillé énormément notre impact sur la mobilité interne et donc on a augmenté notre mobilité interne de tant de pourcents, ce qui sont des postes que finalement on n'aura pas à sourcer à l'externe. Donc arriver avec cette approche de dire voilà, on a permis de sauver tant d'euros. Nous, on a un acteur du retail qui témoigne. Alors, vous pourrez aller voir, si vous le souhaitez, sur le site de Smart Recruiters, il y a tous nos témoignages clients. On a un acteur du retail qui a quand même dit que l'utilisation d'une plateforme telle que Smart Recruiters, en l'occurrence Smart Recruiters, mais d'une plateforme, d'un outil, d'une analyse, finalement, leur a permis de réduire leurs dépenses job board de 33%. Donc, en fait, l'idée, c'est pas tellement qu'ils ont moins posté, c'est qu'ils ont posté, enfin, ils ont moins posté, mais en tout cas, ils ont là où il y avait un impact. Le second point, ça va être pour moi l'optimisation de processus, parce que toujours dans cette logique d'efficacité, ce que je disais tout à l'heure, être capable de voir où sont les goulots d'étranglement. Est-ce que les managers ne sont pas engagés et ne fournissent pas le retour? Est-ce que c'est au contraire parce que au moment de l'offre, on a un temps énorme de signature, ce qui peut être aussi un impact, et pouvoir dire, même si là, pour le coup, on est dans l'autre optique, on n'est plus dans une optimisation, on est sur de la dépense, mais pouvoir dire aux dirigeants, en fait, notre grille salariale n'est pas adaptée. On a des entreprises qui l'ont découvert parce qu'en fait, ils donnaient 10 jours aux candidats pour signer l'offre et les candidats le signaient le 9e jour. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils attendaient de savoir s'ils n'allaient pas avoir mieux ailleurs. Donc ça leur a permis aussi de faire cette optimisation, de retravailler les processus, les étapes, et aussi beaucoup d'automatisation. En fait, moi, je vois encore trop de recruteurs, d'équipes de recrutement au sens large, qui font des choses qu'un outil doit pouvoir faire automatiquement. Le fait, quand un manager, par exemple, soumet son retour, qu'ils doivent appeler ou envoyer un message à son recruteur en disant « c'est bon, j'ai fait mon retour dans l'outil », si tant est qu'il y a un outil, ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, on doit avoir des choses qui font prévenu automatiquement que le retour a été fait. On doit avoir aussi des choses qui permettent d'envoyer via Teams ou Slack en disant on n'a pas encore votre retour sur tel candidat, on en a besoin pour avancer. Tout ça, ça permet d'optimiser le processus et de gagner du temps et de montrer encore une fois, et je pense à un exemple d'un groupe hospitalier qui nous a dit qu'avec Smart Recruiters, ils avaient obtenu que les recruteurs avaient gagné une demi-journée de travail par semaine. Donc c'est énorme et en fait c'est du temps qu'ils peuvent retravailler à autre chose, aux entretiens avec les candidats évidemment, mais peut-être à analyser plus en profondeur leurs métriques pour avoir une stratégie d'optimisation et d'amélioration continue. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place et puis en fait c'est aussi quelque chose qu'on peut montrer derrière aux Codir, Comex, aux décideurs, je vais prendre ce terme pour être plus large, mais qui permet finalement de suivre ça. Et enfin, le dernier point pour moi, c'est l'optimisation de contenu. Pourquoi je parle d'optimisation de contenu? C'est in fine, pour avoir une reconnaissance stratégique, quand on est une équipe de recrutement,
c'est basique, ça va paraître très simple, mais il faut fournir des candidats et des candidats intéressants au métier. Et comment on a des candidats intéressants? Eh bien, d'abord, il faut les avoir intéressés, ces candidats, les intéresser par du contenu. Alors, évidemment, j'ai parlé tout à l'heure de CRM, en fait, être capable de leur pousser du contenu en leur disant, bah voilà, en fait, notre entreprise évolue, vous avez postulé chez nous il y a moins de 2 ans, parce que le RGPD oblige. Vous n'êtes peut-être pas au fait qu'on a fait énormément de changements, qu'on ouvre encore des magasins, des équipes, qu'on a décroché des contrats avec des et que du coup on recrute. Donc ça c'est vraiment, je dirais, cette partie aval, mais il y a aussi la partie amont, en fait, tout ce qui va être ce que nous on appelle marketing de recrutement. Nous, notre vision chez Smart Recruiter, c'est qu'un site carrière, il doit être conçu comme un site marchand. Et de dire, bah, en fait, je vais avoir beaucoup de tout ce que les gens du marketing appellent des call to action sur mon site. J'ai pas que la possibilité de candidater. J'ai la possibilité de lire des articles. J'ai la possibilité de m'inscrire dans un vivier de talent pour être contacté quand une offre sera faite pour moi. Et surtout, encore une fois, l'analyse de la donnée, on y revient. Nous, on a des clients, je pense à une grande chaîne de bars et restaurants au Royaume-Uni, qui avaient travaillé, alors eux, ils avaient déjà beaucoup travaillé leur gestion de contenu, mais ils s'étaient très orientés sur le bien-être, en fait, chez eux. Et évidemment, c'est très intéressant, mais ils se sont rendus compte, parce qu'ils avaient la donnée, que les recherches faites par les candidats, c'était en fait des recherches sur l'évolution. C'est très bien, ok, je suis barman aujourd'hui, qu'est-ce que je peux espérer dans 3 ans? Et donc, ils ont commencé à créer du contenu sur l'évolution chez eux. Et ça permet finalement de montrer finalement aux équipes métiers et aux décideurs que on travaille son contenu. Et encore une fois, on parlait sur la question tout à l'heure de l'art. Il y a aussi cette notion ici d'être un peu ingénieux, d'être inventif et de pouvoir tracer les sources et pouvoir dire, en fait, les candidats, il y a beaucoup de candidats qui sont arrivés suite à cet article. Et là, je reprends, alors le nom m'échappe, mais il y avait une étude de Parlons RH d'ailleurs sur l'expérience candidat qui disait que 9 candidats sur 10 se renseignent d'abord sur l'entreprise avant de postuler. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est un rapport qui a complètement basculé dans les dernières années. Là où avant, on cherchait un métier, aujourd'hui, on cherche d'abord une entreprise. Et donc ça aussi, optimiser ses contenus et pouvoir être en capacité de dire, voilà, aujourd'hui, nous, on a plus de candidats, pas parce qu'on a plus d'argent, pas parce qu'on est plus connu, encore plus quand on est moins connu, mais parce qu'on a fait du contenu qui était détaillé, qui était aligné aux attentes. Et c'est ça qui, pour moi, permet une reconnaissance, permet que la fonction recrutement, encore une fois, passe de fonction support à fonction avec un vrai impact métier. Merci Guilain. Et puis il y a aussi une notion que tu as un petit peu abordée dans la partie juste avant, qui est la marque employeur, et qui fait que le fait de justement optimiser les processus de recrutement, optimiser les contenus, ça permet aussi d'attirer de nouveaux talents, voire des talents, les nouvelles générations aussi qui arrivent sur le marché du travail et qui peuvent être plus sensibles à ces choses-là. Tout à fait, tout à fait. On a beaucoup de clients aussi qui utilisent l'envoi des annonces sur les réseaux sociaux avec un ciblage en fait sur une certaine population. Et ça aussi, en fait, avoir la donnée qui permet de dire, effectivement, on a. Alors, j'aime pas trop les classifications par génération, mais de fait, ça donne quand même des indices sur certaines choses, de pouvoir dire, effectivement, quand on cherche tel type de poste. Est-ce que le publier sur TikTok, ça fait sens? Pas forcément. En revanche, certains posts, oui, ça fait vraiment sens parce qu'on augmente énormément notre canal de recrutement. Et en plus de ça, effectivement, notre marque employeur est reconnue. Et en fait, effectivement, faire connaître sa marque employeur, ça permet aussi une reconnaissance stratégique. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis en place ça et en 1 à 2 ans se sont fait connaître du grand public, se fait connaître des candidats, alors que c'était des entreprises très peu connues parce que leur équipe recrutement a fait l'effort de penser différemment, de créer les choses. On le voit aussi maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui demandent à leurs collaborateurs d'être presque des influenceurs finalement, en les mettant en scène sur des spots vidéo de recrutement. Tout ça, c'est effectivement aussi des choses qui sont très intéressantes pour pouvoir faire connaître son entreprise au-delà de juste son secteur d'activité ou son classement dans les entreprises du même secteur, par exemple. Merci beaucoup. Alors, c'est de nouveau l'heure de répondre à quelques questions. Donc, n'hésitez pas encore une fois à utiliser la boîte à questions pour poser vos questions à Guilain. On avait des questions de la pause précédente. La première, c'est une question de Morgane qui te demande, d'après toi, comment l'intelligence artificielle va-t-elle faire évoluer le processus de recrutement? C'est une très très bonne question.
L'intelligence artificielle, pour moi, c'est plus un sujet aujourd'hui. Je trouve, peut-être que voilà, chacun garde son libre arbitre, hein, mais je trouve que c'est un petit peu comme quand on disait est-ce qu'il faut tenir compte d'Internet au début des années 2000. La question se pose pas trop sur le fait que est-ce que ça va impacter. Oui, ça va impacter, c'est sûr. Ensuite, la question, c'est un peu comment on a cette vision autour de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle va nous aider? Et pour reprendre le sujet d'aujourd'hui, parce qu'il y a tellement finalement de champs des possibles avec l'intelligence artificielle, mais sur la donnée, l'intelligence artificielle, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'elle peut, en fonction de la donnée existante, sortir des tendances, par exemple. Et donc être capable de dire, en fait, on a vu, alors je donne un exemple bateau, mais on a vu ces derniers temps que les réseaux sociaux, c'est un canal de recrutement qui augmente en termes de nouveaux candidats. En fait, l'intelligence artificielle va être capable de dire, effectivement, l'année prochaine, il faut poster sur tel ou tel job board ou tel réseau social parce que on voit un vrai impact. Pareil pour les grilles salariales aussi, c'est aussi des choses, il y a des outils aujourd'hui qui font ça, de prévoir un petit peu ce que vont être ce qu'est un salaire finalement attendu pour un tel type de poste. Donc moi, je reste persuadé que ça va vraiment nous servir. En revanche, et ça c'est mon biais à moi, on va dire, je reste persuadé que, et je l'ai déjà dit, hein, le département ressources humaines ne s'appelle pas ressources humaines pour rien. Ça reste de l'humain. L'intelligence artificielle va vraiment être là en soutien, mais ne va pas permettre de remplacer. En revanche, je suis persuadé qu'elle va remplacer tout ce qui va être tâche administrative de paramétrage d'un entretien. En fait, aujourd'hui, et on le voit déjà, on l'a déjà cette automatisation, mais de pouvoir dire, en fait, le calendrier de telle personne, il a l'habitude de prendre des entretiens le matin à 8h. Bon, en fait, je vais proposer au candidat un entretien à 8h avec cette personne. Ça va venir simplifier et permettre finalement d'être concentré sur peut-être passer à cette notion d'art que j'aime bien, hein, dont on a parlé dans les questions au début, de se dire, en fait, mon temps maintenant, je vais le passer à réfléchir à comment attirer les candidats et comment être un peu novateur et comment se différencier de plutôt qu'à aller chasser les managers pour qu'ils me fassent un retour, parce que ça, l'outil va pouvoir le faire de lui-même. Encore une fois, j'ai essayé d'être synthétique parce que l'intelligence artificielle, on pourra en parler pendant des heures, il y a plein de webinaires sur le sujet. Je compte sur toi maintenant pour me réinviter peut-être sur ça. Mais voilà, c'est un petit peu mon avis sur l'intelligence artificielle dans le processus de recrutement aujourd'hui. Merci beaucoup, Guylain. Merci, Morgane, pour votre question également. On a une autre question de Laura qui te demande comment est-ce que Smart Recruiter s'intègre dans des outils RH qui sont déjà en place dans les entreprises. Alors, tout à l'heure, je me suis basé sur la configurabilité de Smart Recruiters pour dire qu'on s'adaptait à tout type de clients, mais l'autre pilier, si vous avez bien écouté, c'était la connectivité. Smart Recruiters, alors effectivement, je fais mon instant promo, c'est une plateforme qui ne fait que du recrutement. C'est notre focus. On ne veut pas aller sur autre chose. On ne veut pas devenir un corps RH parce que nous, on considère que ce qu'on fait, on le fait bien et on concentre tous nos efforts sur le recrutement. En revanche, on est bien conscient que nos clients, ils ont d'autres outils RH, un outil de corps RH, un outil de learning, peut-être un outil de mobilité interne managée, peut-être d'autres outils même du recrutement, l'entretien vidéo, l'entretien comportemental, la vérification des antécédents, etc., etc. Tout ça, on va être en capacité de s'intégrer, de s'interfacer pour que les données s'échangent et que Smart Recruiters reste la pierre angulaire du recrutement. Mais je pense effectivement à l'interface en fin de processus, de pouvoir envoyer les données du candidat qu'on a embauché dans le corps RH, dans l'outil de paye pour pas avoir de la double saisie à faire. Mais aussi, Smart Recruiters, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un marketplace dans lequel on a énormément d'outils du marché RH qui sont déjà préconnectés et qui vont pouvoir en fait être utilisés depuis l'outil simplement via la connectivité. Donc, je vous invite à aller voir le site de la marketplace de Smart Recruiters pour en savoir un peu plus. Merci beaucoup. Merci Laura pour votre question. Alors, comme tout à l'heure, il y a des questions qui arrivent peu à peu, mais le temps file toujours. Donc, je vous propose de passer à la troisième partie et puis à la fin, on prendra toutes les questions dans le temps qui nous restera. Puisqu'il y a beaucoup de questions, n'hésitez pas, vous pouvez voter pour dans la boîte à questions. À côté, il y a un petit numéro avec une petite flèche, vous pouvez voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Comme ça, ça nous permettra de trier selon les sujets que vous voulez aborder en priorité. Eh bien, tout de suite, les champs d'application. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on fait ?
Alors, je vais essayer de ne pas faire de redite par rapport à ce que j'ai déjà dit, parce que j'ai déjà donné normalement quelques pistes. Et puis, c'est difficile aussi pour moi de donner des champs d'application de manière générale, parce qu'en fait, chaque entreprise est différente. C'est pas le même secteur, c'est pas la même maturité, c'est plein de choses qui sont différentes. Mais évidemment, améliorer son sourcing, ça, je pense que j'en ai parlé et reparlé, c'est aller chasser vraiment les bons endroits, savoir exactement où sont les candidats, être en capacité je ne l'ai pas mentionné, mais on a aussi, nous, des clients qui ont été en capacité de sourcer, enfin de tracer en fait les événements qu'ils ont fait. Donc les événements, les forums écoles, par exemple, pour savoir que telle école leur a fourni peut-être que 5 CV, et sur les 5, ils ont embauché les 5. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc il y a vraiment un sujet sur le sourcing, d'autant plus que le sourcing coûte cher. Donc vraiment être en capacité de faire très attention à son sourcing et d'utiliser les bons canaux au bon moment, je pense que ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième, c'était l'optimisation des processus. Encore une fois, c'est un petit peu de redite, mais c'est de savoir quelles sont les étapes. Je vous donne un exemple, mais nous, on a un prospect en avant-vente, donc avant de choisir Smart Recruiters, qui m'avait demandé est-ce qu'avec Smart Recruiters, on est capable d'avoir un processus d'approbation de l'offre avant que ce soit publié, du poste en fait, qui monte jusqu'au directeur général. Évidemment, j'avais dit techniquement, bien sûr, la question de l'intérêt se pose. Parce que, effectivement, quand ils ont mis Smart Recruiters en place, ils ont fait ça, et ils se sont rendus compte qu'ils mettaient jusqu'à 3 semaines avant de faire valider un poste. Donc, c'est 3 semaines dans lesquelles ils ne peuvent pas faire de sourcing. Alors, ils en faisaient un peu sur le côté, mais c'est 3 semaines pour lesquelles l'annonce n'est pas publiée, pas sur les job boards. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'ils ont fait évoluer en choisissant des types de métiers pour lesquels ils avaient besoin, finalement, de l'approbation du directeur général. Ce qui a du coup été un petit peu différent et leur a permis de gagner beaucoup de temps. C'est un exemple parmi tant d'autres. J'en aurais beaucoup, mais je vois que le temps file, donc j'avance là-dessus. L'audit des outils nécessaires. Évidemment, Smart est la meilleure plateforme au monde. On ne va pas faire un débat là-dessus, mais de manière plus générale et blague mise à part, en fait, savoir où vous en êtes aussi dans l'état actuel des choses. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui recrutent avec Excel et il y a des entreprises qui recrutent avec plein d'outils. Savoir où on en est, savoir quel est l'outil le plus urgent. Souvent, effectivement, vous, recruteurs, vous faites des salons RH, vous écoutez des webinaires comme celui-là, vous avez plein d'idées de plein d'outils et arrivez peut-être à se faire un petit peu une espèce de roadmap en fait où on dit voilà, ça c'est l'urgence, j'ai besoin de ça tout de suite. Grâce à ça, je vais pouvoir avoir des métriques me permettant de montrer aux personnes, aux décideurs que j'obtiens finalement un bon retour sur investissement. Je vais pouvoir avoir du budget pour d'autres outils parce que je vois que ça fait gagner du temps. Et c'est là aussi où nous, nos clients, souvent, effectivement, commencent peut-être par l'ATS, la solution, la plateforme de recrutement, puis ensuite vont y ajouter des briques comme l'entretien vidéo. Je donne l'exemple une grande marque de vendeurs de chaussures qui, en fait, eux, nous ont dit en fait, on a trop de candidatures. C'est pouvoir voir à quel point ils sont avenants. Et donc, on leur a dit, regardez nos partenaires. On a des partenaires qui font de l'entretien vidéo. Ça peut être aussi voilà, il y a des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas, chacun a sa mentalité, mais ça peut être aussi quelque chose. Dès que le candidat est au statut nouveau, on lui envoie une vidéo, il se présente, on le met dans un cas face à une situation, il doit se présenter. Donc ça permet aussi d'aider les processus de recrutement. Et enfin, je dirais de manière globale, travailler sa marque employeur, j'y reviens pas parce qu'on y est déjà venu sur toute la partie marketing, etc. Il y a aussi un autre outil, un autre aspect, quand on a parlé d'optimiser ses processus, dans la marque employeur, toujours selon le baromètre qu'on a fait ensemble, il y a aujourd'hui plus de 70% des entreprises qui ne donnent pas accès aux managers à la plateforme de recrutement. Donc, pour fournir le compte-rendu, ils sont obligés de passer par peut-être des mails, des SMS, des WhatsApp, que sais-je, et qui fait que, in fine, en termes de marque employeur, ça aussi c'est impactant. Parce que, en fait, quand le recruteur, il a le candidat au téléphone pour la 3e fois, il dit j'ai pas encore retour du manager, le candidat, il se demande, en fait, est-ce que c'est la société faite pour lui? Donc, en fait, tout ça, c'est aussi un travail de marque employeur de manière globale. Et peut-être pour synthétiser, je dirais que vraiment avoir cette roadmap et plutôt que d'avoir une vision, ce que nous on aime bien appeler son étoile du berger, on sait où on va. En revanche, savoir comment on y va par petits pas, être capable de mettre en place des idées et des étapes pour arriver jusqu'à dans ce processus d'amélioration continue. Et donc, la conclusion, c'est effectivement aussi d'aller un petit peu plus loin des campagnes ciblées sur du contenu marketing. Comme je vois que le temps file et que j'en ai déjà beaucoup parlé, je vais peut-être juste
redire, peut-être pour les entreprises pour qui le CRM, Candidate Relationship Management, c'est encore très loin. Et parfois, ça peut paraître un peu le bout du monde. Moi, je sais qu'il y a des entreprises qui sont très avancées sur le sujet et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et il y en a beaucoup qui, avec Smart Recruiter, s'y sont mis parce que en fait, l'opportunité leur a été donnée et ils se sont dit, effectivement, ça peut nous différencier et je vais pouvoir simplement me concentrer juste sur un type de métier. Voilà, je pense à un exemple d'un magasin d'une grande surface qui s'est concentré sur les métiers de bouche et les bouchers. Parce que pour eux, c'est le poste le plus difficile à pourvoir et ils se disent, chaque fois que j'en ai un, si je l'embauche pas, je garde le contact avec lui. Et voilà, ils font une newsletter tous les 3 mois. C'est pas forcément quelque chose où il faut envoyer du contenu tous les jours. C'est aussi savoir faire petit à petit et être capable, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, d'y aller par étapes vers ce chemin de mettre en place cette stratégie de communication. Merci beaucoup, Guilain. Alors, il nous reste environ 5 minutes pour prendre les questions. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Enfin, après, vous pourriez toujours envoyer vos questions directement à Guilain si vous en avez d'autres, évidemment. Donc, on avait... en fait, ils ont voté et du coup, il y a une question sur l'IA. C'est vrai qu'on en a parlé et que tout à l'heure, c'est pas non plus le sujet du webinaire de parler de l'IA. Est-ce que tu veux quand même dire un mot dessus ou est-ce qu'on passe à une autre question? S'il y a eu des votes, c'est que ça intéresse. L'IA, ça intéresse aujourd'hui. Effectivement, tout le monde en parle. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et pour autant, on ne sait pas forcément exactement ce que c'est. On ne sait pas aussi, surtout, c'est pas tellement qu'on ne sait pas ce que c'est, à mon sens, c'est qu'on ne sait pas s'en servir. Et moi, le premier, je reconnais que parfois, j'apprends des choses où on me dit, tiens, avec l'IA, tu peux faire ça. Et en fait, voilà. Donc, il y a énormément de possibilités avec l'IA. C'est finalement l'IA générative, c'est de générer des choses à partir de contenus existants, mais sans que ce soit, je vais simplifier, ma matching de mots-clés. Je donne juste un exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup cette approche pour répondre aux candidats avant qu'ils postulent, de mettre de l'IA générative. C'est-à-dire que, en fait, vous allez donner à l'IA, par exemple, votre convention collective, votre grille salariale si elle existe, votre politique employée, etc. Lui va l'analyser et va du coup être en capacité de répondre aux questions des employés, même si la question n'est pas exactement écrite dans votre politique collaborateur. Donc c'est ça aussi l'intérêt, c'est de permettre de gagner du temps sur des choses qui ne sont pas écrites exactement en dur comme ça et qu'on ne peut pas trouver via une arborescence, mais qui va permettre de simplifier et surtout en fait d'éviter la redondance des questions. Mais encore une fois, c'est évidemment plus large et le temps ne nous permet pas de rentrer dans le détail. Mais il y a beaucoup, effectivement, d'utilisation de l'IA aujourd'hui. Mais la clé, c'est effectivement de s'y former d'abord, avant tout, pour comprendre un petit peu ce qu'il est possible de faire, parce qu'il est possible de faire beaucoup de choses, même des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé aujourd'hui. Merci Guilain, merci Marie pour votre question. Alors on a un autre sujet sur les contre-arguments qu'on peut donner. Enfin, comment est-ce qu'on peut convaincre un petit peu ces dirigeants de mettre en place un ATS quand le dirigeant lui va répondre que on va avoir du mal à embarquer les collaborateurs, les managers, etc. Qu'est-ce qu'on lui dit pour le convaincre? Et on lui dit que la clé, c'est effectivement la connectivité. L'idée, c'est pas d'embarquer encore un nouvel outil, parce qu'évidemment, on a beaucoup d'outils aujourd'hui. Ça aussi, c'est un autre sujet. Il y a beaucoup d'outils qui sont même pas utilisés dans les entreprises. L'intérêt de la connectivité, c'est de dire, par exemple, avec Smart Recruiter, évidemment, j'ai un exemple que je connais. Quand un manager a eu un entretien, il va recevoir une notification Teams ou Slack en fonction de pour lui dire, en fait, on aimerait bien ton compte rendu, est-ce que tu peux le saisir ici? Donc, en fait, l'idée, c'est aussi de se dire, on a un outil, mais c'est pas pour autant que tous les utilisateurs vont se connecter à ce nouvel outil. Ils vont peut-être simplement répondre à quelque chose dans Teams, ou ils vont peut-être simplement avoir un bouton à cliquer dans leur mail. Donc, c'est pas parce qu'il y a un nouvel outil que ça demande une nouvelle interface pour tous les utilisateurs. Et c'est ça qui est très intéressant à voir. Merci beaucoup. Allez, on a une dernière question et on a un petit peu le temps rapidement d'y répondre. De toute façon, on en a déjà aussi parlé pendant le webinaire. Est-ce que, en quelques mots, tu penses que l'amélioration de la marque employeur favorise le processus de recrutement? Oui, évidemment. Alors, le processus de recrutement, encore une fois, ce que je disais, c'est très large. Ça dépend de quelle étape. Mais oui, déjà, ça favorise le sourcing parce qu'une entreprise qui se différencie, je prends l'exemple, nous, on a un client qui est un cabinet d'audit qui n'est pas le plus connu et donc qui a décidé de se dire, en fait, je ne suis pas le plus connu, donc en fait, je vais travailler ma marque employeur pour que les gens aient envie de me rejoindre, pas parce que je suis le plus connu, mais parce que
la touche qu'on apporte est la bonne. Et après, effectivement, marque employeur, c'est un terme très très large. Pour moi, le fait, en tant que candidat, de recevoir un texto me disant, en fait, le manager a soumis son compte rendu, vous devriez être contacté sous peu par le recruteur, ce qui est absolument automatique, il n'y a rien d'humain là-dedans. Ben, je trouve finalement que en termes de marque employeur, ben, j'ai plus envie de continuer le processus là qu'un processus où on m'a rien dit, puis on m'appelle une semaine après en disant ah au fait on a le retour, vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc il y a c'est tellement large la marque employeur, on pourrait aussi refaire un webinaire sur le sujet. Évidemment, pour moi, ça favorise complètement le processus de recrutement et ça permet de réduire les temps de recrutement et surtout d'avoir plus de choix finalement sur les candidats, puisque plus vont avoir envie de postuler sur une entreprise qui a une forte marque employeur. Merci beaucoup, Guilain. Merci à tous pour vos questions. Alors, juste avant de se quitter, j'ai encore 2 petites questions pour toi, des questions traditionnelles de fin de webinaire Parlons RH, le coup de com' et le coup de cœur. On peut commencer par le coup de com' si tu veux. Eh bien, le coup de com', je pense que c'est un coup de com' commun, puisque j'ai parlé beaucoup de ce baromètre qu'on a fait ensemble. Et donc, je pense que vous devez avoir le lien quelque part pour le télécharger. Dans le chat. Dans le chat. Il va apparaître. Super. Voilà, c'est un baromètre sur l'expérience candidat. On trouvait que c'était très parlant parce que, en fait, il y a des choses dont, effectivement, on se doute. Mais au moins, là, on a des chiffres. Et puis, on sait aussi, vous saurez comment vous vous positionnez aussi par rapport à la concurrence. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont peur d'être complètement larguées par rapport à d'autres. Et finalement, vous vous rendez compte que pas forcément. Et puis, en fait, ça aussi, ça donne des idées sur ce sur quoi il faut faire le focus. Comme je disais tout à l'heure, les petites étapes vers notre étoile polaire, c'est finalement tout ça. Ça donne aussi des idées de ce sur quoi il faut investir. Et ton coup de cœur ? Et mon coup de cœur, rien à voir, mais un petit peu relié quand même, puisque dans les milieux RH, on parle quand même beaucoup d'inclusion. C'est le dernier film d'Artus qui est sorti au cinéma, un petit truc en plus, que si vous n'avez pas vu, je vous invite à foncer, parce que alors déjà c'est très drôle, voilà, c'est de l'humour explosif, mais c'est surtout un casting avec une dizaine, un peu plus, d'acteurs en situation de handicap, qui est un sujet qui, je pense, nous touche tous, parce que je pense que personne n'est forcément très à l'aise avec le handicap. On a tous un peu nos a priori et ça vient casser ça. Et ça vient aussi nous redire à quel point il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent autour de ce milieu et qui finalement contribuent à un monde meilleur. Et je fais un petit coup de com' sur des associations telles que les Cafés Joyeux, Tombés du Nid ou À Bras Ouverts, parmi tant d'autres, qui ont aussi participé à la réalisation de ce film en proposant en accompagnant les acteurs au casting, etc. Et je trouve que voilà, c'est surtout pour nous qui travaillons dans le recrutement, je pense que c'est un vrai succès. Quand on parle de diversité et inclusion, là, on a un beau succès dont on peut s'inspirer. Merci beaucoup, Guilain, pour ce beau message de fin. Merci à tous et à toutes d'avoir été présentes avec nous et présents avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Et merci également à toi, Guilain, pour ta présence et ta participation. Merci Manon, bonne journée à tous.